Très bien, et donc quand je suis arrivé au parc de Furfo, j'ai fait la découverte, en me renseignant dans tous les documents qui se trouvent dans le chalet, que cet endroit avait été découvert en 1870 par un archéologue de la région, un jeune archéologue à l'époque, monsieur Dupont, qui a fouillé les cavités se trouvant du côté de la Dalès, et il a découvert des objets intéressants. Il est remonté jusqu'à une époque de 3500, 4000 ans avant Jésus-Christ, avec des traces d'occupation d'hommes préhistoriques. Il en a exhumé les objets. On en a quelques-uns qui se trouvent encore au parc de Furfo. Le reste se trouve au musée d'histoire naturelle à Bruxelles. Et donc ces découvertes étaient très intéressantes, ce qui a amené beaucoup de gens, de visiteurs, à venir au parc de Furfo. L'affluence touristique était telle qu'en 1950, la commune qui gérait le site a cherché un partenaire pour s'occuper de gérer cette affluence de touristes et a fait appel à l'association Ardennes et Gaume, qui est une association de conservation de la nature créée en 1942, qui a accepté de prendre la gestion du parc de Furfo en main, et depuis elle continue. Et on reçoit environ 13 000 visiteurs par an qui viennent à Furfo. Lorsqu'Ardennes et Gaume a pris la gestion du site en main, elle en a fait une réserve naturelle, puisque la vocation de la SBL est la conservation des patrimoines historiques et naturels en Wallonie. Et donc ici on se trouve dans une réserve qui fait 50 hectares, avec une partie qui est en protection intégrale, c'est-à-dire que les visiteurs n'y accèdent pas. Elle se trouve derrière nous, on voit là-bas la partie plateau, et une partie en réserve qui peut être fréquentée par les visiteurs et qui se trouve là où nous nous trouvons maintenant. Il découvre en tout premier lieu, et qui était également la vocation du site à l'origine, il découvre un patrimoine historique. Il faut savoir que depuis l'époque préhistorique, on a eu de l'occupation humaine tout le temps à Furfo. Il y a eu les Romains qui se sont installés sur le plateau où on se trouve maintenant, le plateau de Haute-Seine, pour y installer une fortification, un camp retranché. Ils y ont créé des thermes également pour leur commodité journalière. Les thermes qui ont été complètement reconstruits et qui sont fonctionnels. Et donc quand on visite le parc, on peut se rendre au therme et voir comment est un hippocauste qui fonctionne. Il y a également une coupe didactique qui permet de montrer le fonctionnement. On fait refonctionner les thermes une fois par an, les remplissant à la fête du parc qui a lieu le 14 mai. Ensuite, les autres choses qui peuvent être observées sur le plateau d'Haute-Seine sont des constructions de l'époque médiévale. Il y a une ancienne maison forte qui s'y trouve et des murs médiévaux, toujours pour des raisons de fortification, bien entendu. Alors cette réserve a la particularité qu'elle se situe dans un bras de la Lesse, une boucle de la Lesse, et elle est donc complètement enclavée dans cette boucle. Et elle se trouve sur un massif karstique, un massif calcaire. Et donc il faut se représenter la réserve comme un gros morceau d'emmental perforé de toutes parts, et ceci dû au phénomène d'érosion chimique de la roche calcaire. Donc en même temps qu'une réserve naturelle, c'est un paradis pour la spéléologie. On a une quantité phénoménale de parcours spéléologiques sous nos pieds, et notamment un bras secondaire de la Lesse, à l'intérieur duquel se trouve un lac de plus de 30 mètres de profondeur. Donc ce sont des phénomènes qui sont exceptionnels à observer au niveau spéléologie. En surface, d'abord avant de revenir en surface, ce massif calcaire souterrain est également le royaume des chauves-souris. On retrouve une quantité d'espèces de chauves-souris très, très importante pour la Wallonie, qui passent l'hiver, profitent de la température plus élevée, de l'ordre de 12 degrés, qui règne en permanence dans ces grottes pour y rester l'hiver et ressortent au printemps. Le premier projet pour lequel on cherche des partenaires et qu'on va développer est celui de faire venir des classes d'écoles primaires pour qu'elles, justement, à travers les sorties de classes vertes, des excursions nature, les jeunes enfants d'école primaire puissent faire la découverte
des richesses naturelles qui se trouvent à côté de chez eux. Le milieu prioritaire en termes de conservation de la nature, c'est la pelouse calcaire. Donc la pelouse calcaire, c'est un milieu historiquement qui a été créé par le pâturage qui avait lieu sur les versants des vallées. Et donc qui a permis de maintenir les milieux ouverts, donc d'éviter que ça se reboise et que ça devienne une forêt. Et permis à toute une flore et une faune spécialisée de se développer du fait du microclimat plus chaud permis par la roche calcaire typique de ces milieux. On suit un plan de pâturage bien précis qui est mis en place pour qu'elle passe à la meilleure période sans nuire à des espèces végétales ou animales sensibles. Donc on a une composition en effet d'un tiers de chèvres et 2 tiers de brebis. Voilà, les chèvres sont surtout là pour manger donc, tout ce qui est arbustes, les ligneux, tout ce qui est piquant, qui ont tendance à envahir les pelouses et donc ça maintient une bonne pression sur ces arbustes et limite après les travaux mécaniques pour les contrôler. Est-ce que l'Atagora, si on leur donne la facture, ils vont peut-être dire ouais mais... On les maintient dépendants Cette zone-ci recèle les principales richesses biologiques de la réserve, avec les espèces les plus sensibles, et donc on ne peut pas permettre d'avoir une présence humaine trop importante pour maintenir la quiétude des lieux. Le but, ce n'est pas de garder cette partie inaccessible au public, mais que ça soit canalisé dans le cadre de visites guidées, suivant des thèmes bien précis en fonction de l'intérêt des différents visiteurs potentiels, botaniques, entomologiques, etc. Et donc à ce moment-là, le public est plus canalisé avec un guide qui permet d'éviter de nuire aussi à la biodiversité exceptionnelle de l'endroit. C'est un bon moyen de communication, très attractif pour le public, essentiellement même le public familial. Il y a cette sympathie pour les animaux, et donc c'est un bon moyen pour sensibiliser à la gestion des milieux naturels et montrer qu'effectivement, pour avoir des beaux milieux naturels, il y a une gestion derrière. C'est tout un travail qui est vraiment très important. Et donc le pâturage est vraiment un bon point d'accroche à ce niveau-là. Eh bien alors venir à Furfo, c'est effectivement découvrir un patrimoine historique, mais également un patrimoine naturel. Quand on parcourt la réserve, on va découvrir des paysages qui sont très sauvages. On va trouver de l'espace et de la quiétude. Et ici, vous voyez derrière moi la zone de réserve intégrale avec un milieu qui est très rocailleux et très sec. On remarque des genévriers qui poussent sur les conifères qu'on voit un peu partout là derrière. Ce sont des plantes qui poussent au sud. Ce milieu est beaucoup plus sec que ce qu'on peut trouver en Wallonie. C'est vraiment un dépaysement total qu'on trouve à Furfo. Sur un parcours de 4 km, et là on entend les oies qui passent au-dessus de nous, sur un parcours de 4 km qui se fait en 1h30 tranquillement, on passe dans toute une série de paysages qui vont des plateaux à des milieux secs comme on voit derrière, jusqu'à la Lesse, dans la plaine de la Lesse, et les grottes évidemment, dont on a parlé tout à l'heure. Et alors venir en famille, c'est quelque chose que je conseille vivement à ceux qui entendent cette émission, parce que ça permet aux enfants d'être plongés dans la nature et c'est vraiment un moment de bonheur.